Bonjour. Euh, Bonsoir, bienvenue. C'est assez émouvant parce qu'on était là le 15 octobre et pour un certain nombre d'entre nous, on n'a pas revu autant de personnes réunies ensemble au même endroit. Euh, je suis assez heureux du coup d'animer cette réunion comme celle du 15 octobre. On va commencer par écouter un épisode de podcast qui a été enregistré suite aux travaux des panels de citoyens qui ont travaillé sur l'avenir du quartier Flaubert. Donc je me tais, je vous invite à écouter. C'est la vision du quartier dans 15, 20 ans. Les récits que vous allez entendre sont issus de la concertation Repensons le quartier Flaubert, menée par la métropole Rouen-Normandie. Ils ont été écrits collectivement par un panel de citoyens volontaires pour imaginer ce quartier en 2035. C'est un exercice Bright Mirror d'imagination collective pour un futur utopique créé par Bluenov. Les récits qui vont suivre ont été imaginés et écrits par Michel, Hélène et Thomas, Hélène, Christophe, Mathias, Alexandre, Caroline et Milena. Nous goûtons à la vie. Nous sommes le 9 mars 2035. Je me suis réveillée de bonne heure et je déjeune sur ma terrasse, où les jonquilles, les muscaries et les iris forment un joli bouquet. La rhubarbe pointe son nez et me laisse deviner de succulentes tartes et confitures. Je déguste un toast de pain grillé tartiné avec la dernière récolte de miel millésimé des toits de l'écoquartier été 2034. Au loin, près du canal, sous les saules, des pêcheurs commencent à s'installer. Un vol d'hirondelles traverse mon horizon. Une mouette criarde attire mon attention. Elle est perchée sur le ponton avec ses congénères et je décide d'y aller avec les enfants. Nos 6 pères-dieux sont avides du printemps en bord de Seine. À notre sortie, une bande de joggeurs nous salue joyeusement. Ils traversent la pelouse fleurie. Le grand, dégingandé, se prend les pieds dans une butte de taupe. Il jure un peu et repart, le sourire aux lèvres. Nous longeons les jardins potagers et encourageons les jardiniers matinaux. Nous apercevons un merle brandissant fièrement sa proie, un pauvre ver de terre, fier artisan du sol. Nous avons trop flâné. Il est temps de gagner les bords de Seine. Les arbres ont bien grandi depuis 25 ans sur la presqu'île. Il a bien changé le quartier. Les anguilles et les saumons ne vont pas tarder à remonter le fleuve et remplir les filets des pêcheurs. En attendant, les tritons et grenouilles se reproduisent dans le canal. Leurs croassements à travers les roseaux ravissent mes 2 compagnons. Nous goûtons à la vie. Michel, Hélène et Thomas. Donc c'est une partie du travail. Cette réunion a pour objectif de vous présenter tout le reste. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Et pour commencer, je me tourne vers Nicolas Meyer-Rossignol, le président de la métropole, qui va nous raconter comment tout ça s'est passé de son point de vue. Merci beaucoup Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. Je vous salue en vos grades et qualités très rapidement parce que ce qui est important, c'est l'échange qui va suivre. Je tenais évidemment à être présent sur le début au moins de cette réunion ce soir avec les élus, les services, avec les architectes, les urbanistes. Je salue évidemment Jacqueline Hosty qui est présente avec nous pour faire le point sur une initiative qui avait fait débat quand même, il faut le rappeler, et qui peut-être le fait toujours, au moment notamment de la campagne municipale et métropolitaine. À la suite de cet événement du 26 septembre 2019, que tout le monde a encore en tête, nous étions arrivés à la conclusion
qu'il était absolument nécessaire de relancer une concertation, et une réelle concertation, sur cet écoquartier Flaubert. Et je pense que nous avions raison de relancer une réelle concertation sur cet écoquartier Flaubert. Je le dis avec un tout petit peu de, peut-être pas de brutalité, mais en tout cas avec une expression très directe, parce que on a eu des pressions, on a eu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des avis divergents, des demandes, des attentes, et je les comprends, je peux les mesurer, d'entreprises par exemple, d'acteurs économiques, et qui nous ont dit « mais nous on attend, on a besoin d'avancer ». Et c'est un point de vue qu'on peut tout à fait entendre. Mais un peu comme ça vient d'être dit d'une façon poétique dans le petit extrait audio qu'on vient d'entendre, je pense que si on veut réellement que nos citoyennes et nos citoyens s'approprient toute la ville, toute la métropole à vrai dire, et en particulier cet écoquartier, eh bien il faut qu'on prenne le temps nécessaire pour y arriver. Et qu'il ne soit pas quelque chose de plaqué, d'imposé, de subi, finalement quelque chose de passif, mais plutôt quelque chose de, je ne sais pas quel bon terme, construit, co-concerté, co-construit, ça fait beaucoup de co dans le même mot. En tout cas, travailler avec, travailler ensemble. Et peut-être que ça présente certains inconvénients, mais moi j'assume qu'avec Sylvie en particulier, avec tous les services techniques, on ait pu relancer une méthode qui me semble plus appropriée à ce que l'on souhaite faire pour notre territoire. Ce que l'on souhaite faire pour notre territoire, là aussi j'espère que je ne vais pas vous choquer, et j'ai conscience que tout cela est enregistré, donc il faut que je fasse attention aux propos que je tiens. Mais j'écoutais à la fois avec du ravissement et un tout petit peu de, de distance ce que nous avons entendu tout à l'heure. Les pêcheurs sur le bord de Seine, il y en a déjà, c'est vrai. On a juste oublié de dire qu'aujourd'hui, la plupart des poissons dans la Seine, ils sont hermaphrodites. Parce que ça fait des années qu'ils mangent des polychlorobenzènes, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et puis, peut-être qu'au moment où l'enregistrement a été fait, ça n'avait pas encore eu lieu, mais on a juste oublié de parler de l'épisode d'il y a à peine quelques jours, d'un néonicotinoïde qui s'est déversé dans la Seine. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur ou pour en rajouter dans la dystopie, alors qu'on est plutôt dans une utopie urbaine. Mais reconnaissons tout simplement que c'est la réalité de notre territoire et qu'il faut que ça change. Et que le rôle des élus, c'est aussi de dire non et de dire stop quand il faut que ça change. Je vois Charlotte Goujon qui est là, je vois Fatima El-Kili, Charlotte Goujon qui est maire de Petit-Quevilly, Fatima qui est mon adjointe à la ville de Rouen sur les questions d'urbanisme. Peut-être qu'on ne le fait pas bien, peut-être que parfois on le fait avec un manque de tact, de diplomatie, mais je crois sincèrement que nos concitoyens nous ont élus, et pas simplement au niveau de la ville de Rouen, au niveau de l'agglomération rouennaise, de la métropole, parce qu'ils souhaitent ce changement. Parce qu'ils veulent une ville plus durable, parce qu'ils veulent une ville mieux concertée, parce qu'ils veulent une ville mieux construite avec celles et ceux qui l'habitent et qui la vivent. Donc on ne fait pas tout bien, mais je crois que c'est la direction qu'il faut employer. Et c'est pour ça que je voulais être présent ce soir. J'étais présent au lancement de cette concertation, je n'avais pas dit un mot d'ailleurs, ou quasiment, pour écouter les attentes des uns et des autres. Quand on parle des attentes des uns et des autres, il y a beaucoup d'avis qui peuvent parfois d'ailleurs être orthogonaux, ou en tout cas divergents. J'ai parlé des entreprises tout à l'heure, il faudrait citer les associations qui ont joué un rôle clé, les citoyens, des comités de quartier, des copropriétés qui s'impliquent. Et d'une certaine façon, ils font au moins autant de politique que nous, élus. Et je le dis dans le bon sens du terme. La politique, c'est changer la vie, en tout cas vouloir changer la vie selon ses convictions. Et quand on change l'état d'esprit d'un quartier, quand on essaye de l'améliorer, on fait de la politique, mais dans le sens le plus noble et le plus beau du terme. Ce soir, on fait de la politique ensemble. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé. J'en vois beaucoup ici, tous les visages ne me sont pas familiers, mais enfin j'en connais un certain nombre, qui depuis le début se sont inscrits dans cette démarche-là. C'est-à-dire une démarche où le sens critique n'est pas l'antithèse de la volonté constructive d'avancer ensemble. On peut avoir un sens critique et des remarques et des difficultés avec tel ou tel point, et en même temps essayer de construire des compromis, d'essayer de trouver des scénarios alternatifs, d'essayer de faire avancer notre territoire. Et très sincèrement, on a travaillé évidemment pour préparer cette réunion de bilan de cette première phase de concertation aujourd'hui.
Je crois qu'on peut honnêtement dire qu'il y a un vrai chemin intéressant, qui est substantiel, qui a été parcouru. J'emploie le mot substantiel. Et je ne vais pas être trop long, hein, Sébastien, mais je voulais insister sur ce point-là. Parce que là encore, sans langue de bois, très souvent, les concertations, je ne dis pas ça pour Rouen, ont quelque chose d'artificiel. Et très souvent, nos concitoyens ressortent de là, y compris dans des formats très institutionnels, débat public, enquête publique, etc., en se disant, mais est-ce que finalement ma parole a été écoutée? Est-ce qu'avec ma parole, il y a eu un avant et un après? Et vous le savez, ici, on essaye de construire le monde d'après. Il s'incarne ici. Et donc, ce que vous allez voir, je l'espère, ce soir, peut-être pas la satisfaction de toutes vos attentes individuelles, parce que l'intérêt général n'a jamais été la somme d'intérêts individuels, même rassemblés dans une même pièce. Mais au moins, cette volonté de trouver un chemin, ce que moi j'appelle l'intérêt général, ensemble. Et je crois pouvoir dire, en regardant les services, les élus qui ont fait ce travail depuis le début, et qui l'ont suivi beaucoup plus que moi, depuis le début, avec la bienveillance et l'assistance technique, en particulier de Madame Hosty et de ses équipes, des équipes techniques de la métropole, qu'il y a eu cet état d'esprit-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que l'on m'a réexprimé. C'est-à-dire que chacun a essayé de contribuer à faire avancer, en le modifiant, mais à faire avancer le projet. Et ça va continuer, parce qu'il y a plusieurs phases dans cet écoquartier. Il y a plusieurs zones, il y a plusieurs enjeux. Il y a la question de l'organisation urbanistique, foncière, je le dis avec mes mots, ce ne sont peut-être pas les plus appropriés, mais il y a d'autres enjeux. Il y a la question des aménités, il y a la question des transports, des mobilités, il y a la question des équipements, il y a la question du financement, du modèle économique aussi, il y a la question de l'accueil d'entreprises, d'activités, d'emplois. Toutes ces questions, pour beaucoup, sont encore devant nous. Je peux vous annoncer, il est juste à côté, donc je peux en parler, que nous travaillons d'ores et déjà dans le cadre d'un projet qui est absolument stratégique pour la métropole Rouen-Normandie, qui est le projet de capitale européenne de la culture, à construire, juste là, sur l'îlot Bettencourt, un grand tiers-lieu culturel, avec des activités qui mélangent le domaine culturel, le domaine économique, le domaine associatif. Ça se fait dans d'autres grandes villes de France, on n'invente pas la Lune. Mais si vous êtes déjà allé voir ces bâtiments du port, juste à côté, je peux vous assurer qu'ils ont une valeur patrimoniale exceptionnelle pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, et que là, il y a un espace qui peut, avec évidemment le reste, le 106, le 107, et d'autres encore, amener un plus qualitatif pour l'ensemble de l'écoquartier. On a parlé de l'éducation, là aussi je vais le dire sans langue de bois. Rive gauche, à Rouen, toutes les écoles sont saturées. Je parle des écoles municipales. Là, je prends ma casquette municipale. Mais je ne suis pas certain que les maires des autres communes de la rive gauche me contrediraient, honnêtement. C'est juste que je connais moins leurs écoles. Donc si on crée un nouveau quartier avec des habitants, à Rouen, vous avez 54 écoles pour 110 000 habitants. Donc ça veut dire, en gros, tous les 2000 habitants, il faut considérer qu'on va avoir besoin à peu près d'une école municipale. Vous voyez, ce genre de choses. Les transports, on est déjà sur le comité de pilotage sur la T5. Donc la nouvelle ligne Théor qui passera ici et qui a un impact en amont et en aval. En amont, par exemple, du côté de la liaison entre la nouvelle gare, et vous voyez là toute la vision sur la rive gauche. Évidemment que ça va prendre du temps, mais il faut avoir cette vision de long terme. La gare sur la rive gauche, du côté de la place Carnot, tout le passage sur un secteur qui est en difficulté. Il y a un commerce qui a brûlé il y a à peine quelques jours, le boulevard d'Orléans. Et vous voyez ici tous les enjeux qui sont connexes au quartier, mais qui doivent être intégrés dans notre réflexion collective. Et puis les aspects financiers, puisque sous le contrôle de Fatima et des équipes, je peux vous dire qu'on a reçu, alors je ne vais surtout pas dire de bêtises, mais c'est une information toute récente, puisque le communiqué sort demain, on a reçu un financement supplémentaire sur les opérations de renouvellement urbain dans le cadre du plan de relance, plan France-Relance, de, que je ne dise pas de bêtises, Fatima, merci, 850 000 € en plus sur ce quartier. Donc c'est évidemment très intéressant parce que ça va nous permettre là encore d'être plus exigeants, plus qualitatifs. Voilà, je m'arrête là. Le message essentiel que je voulais exprimer, c'est tout simplement un message de gratitude pour l'état d'esprit constructif qui a présidé aux échanges, qui j'espère présidera aux échanges futurs. Vous montrer l'intégration et la vision que nous avons pour ce quartier dans un ensemble qui n'est pas réduit évidemment à la ville de Rouen, qui est un ensemble de développement de la rive gauche. Et je voudrais terminer par ce point-là. On est fiers de la rive gauche. On est très fiers de la rive gauche. Et on n'a pas fait que des belles choses sur la rive gauche.
Alors faisons de cet écoquartier un endroit magnifique pour la rive gauche. Merci. Alors, cette concertation s'est déroulée dans des conditions assez exceptionnelles. Ce que je disais au tout début, c'est que le résultat d'une concertation dépend du mode opératoire beaucoup. Et là, le mode opératoire, il a été très contraint. Donc, je me tourne cette fois vers Sylvie Nic-Croizat, qui est donc vice-présidente de la métropole en charge de la démocratie participative. Comment on fait quand on ne peut pas réunir les gens? D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et je voudrais aussi remercier tous les gens qui sont présents ou qui nous regardent ce soir, et particulièrement tous les gens qui sont inscrits dans la grande démarche de concertation et qui ont vécu en direct les ateliers, enfin en direct si on peut dire, les ateliers qu'on a organisés. Donc d'abord revenir un petit peu sur des éléments de contexte qui nous ont amenés justement à programmer cette grande phase de concertation. Rappelez que le projet Flaubert, c'est un projet qui est particulièrement stratégique, qui a vraiment des très forts enjeux pour la métropole, de par sa taille d'abord. 90 hectares, c'est vraiment considérable. C'est un nouveau morceau de ville qu'on a à construire. Du fait que ce soit de la friche industrielle, donc ça veut dire qu'on va reconquérir ces friches-là. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on a obtenu un financement au titre du fonds friche du plan de relance. Et c'est vraiment une opportunité forte pour nous de faire du renouvellement urbain, et d'éviter comme ça d'étaler la ville toujours, et quand on sait qu'on va aller vers un objectif de plus en plus fort, de plus en plus affirmé, de faire de l'urbanisation tout en visant zéro artificialisation nette, donc vraiment une opportunité à ne pas rater, et de par aussi sa situation géographique, puisque à proximité immédiate du centre-ville, mais aussi donc à proximité de secteurs qui restent encore dédiés à l'industrie, ce qui n'est pas sans soulever un certain nombre de questions et poser un certain nombre de défis. Donc le projet initialement avait déjà retenu des ambitions très très élevées, en matière de qualité architecturale, qualité du cadre de vie, diversité des fonctions, avec des exigences aussi déjà très fortes en matière de prise en compte de l'environnement. Mais le plan guide, donc, qui avait été validé, il remonte déjà à plus de 10 ans, donc voilà, c'est déjà assez ancien. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont évolué, et en particulier donc, une conscience accrue des gens de l'urgence climatique et de devoir aller vers construire une ville plus résiliente et trouver des réponses pour répondre à ce défi du changement climatique. Et puis aussi un certain nombre d'événements plus récents. Donc on a évoqué effectivement à l'échelle locale l'incendie de Lubrizol du 26 septembre 2019. Et puis donc cette pandémie de Covid qui nous touche encore, voilà, et qui, c'est très probable, va modifier durablement nos comportements, nos modes de vie, notre rapport à notre logement, à notre travail, à nos façons de nous déplacer. Donc pour toutes ces raisons, en fait, le nouvel exécutif, il y a un an, a décidé de se lancer dans une grande phase de concertation et qui passait donc par une démarche participative. Voilà. Alors les deux grands axes sur lesquels le dispositif de concertation a été construit, c'était premièrement de se donner du temps, vraiment accorder du temps à la concertation. Donc c'est pour ça qu'on l'a prévu en deux phases. Donc une première phase qui a débuté en octobre dernier et qui se termine donc aujourd'hui par la réunion de restitution. Cette première phase qui est consacrée à revisiter, re-questionner les grandes composantes du projet urbain, du plan guide. Puis, après un temps intermédiaire donc de prise en compte des contributions, une deuxième phase qui sera lancée et qui, elle, va plus précisément venir réadapter, faire évoluer des aspects plus concrets, plus opérationnels du projet. Et cette deuxième phase, donc, elle va débuter à l'automne prochain. Et puis le deuxième axe sur lequel on s'est appuyé pour construire notre dispositif de concertation, c'est d'expérimenter des panels de citoyennes, de citoyens et d'acteurs locaux. Donc ils ont été constitués sur la base de personnes qui se sont montrées volontaires pour s'inscrire dans ces démarches-là, pour nous accompagner dans la réflexion. Donc l'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur l'expertise d'usage des citoyens, des citoyennes,
et voilà, et les amener, et les accompagner pour réfléchir avec nous, pour améliorer en fait notre projet, pour trouver avec eux des solutions qui soient réellement innovantes, et puis par un dialogue citoyen en fait construire, dégager du consensus pour construire ce nouveau quartier et pour aussi imaginer la façon de le faire vivre une fois qu'il sera construit. Alors le challenge, en fait, pour nous, c'était, tout en ouvrant très largement, en donnant accès au plus grand nombre au débat, d'être en capacité d'aborder des sujets particulièrement complexes. Donc il fallait alimenter la réflexion, vraiment l'enrichir et partager assez largement les enjeux, les contraintes, les opportunités, les points durs, etc. Donc c'était un premier objectif de notre dispositif de concertation. Ensuite, c'était de permettre aux habitants et aux acteurs locaux d'exprimer leurs attentes, leurs doutes, leurs questionnements, de permettre de croiser les points de vue et puis de répondre aux questions, des questions qui sont bien légitimes, en expliquant comment est-ce que jusqu'alors les concepteurs du projet avaient pu travailler, à partir de quoi et pourquoi ils avaient fait cette proposition-là. Et en troisième objectif qui était aussi fondamental pour nous, c'était de se donner effectivement la possibilité de faire réellement évoluer le projet, donc grâce à la phase de concertation, de co-construire donc ensemble des analyses et de proposer collectivement des choix en ayant bien conscience donc des contraintes, des enjeux, mais des choix qui soient éclairés, des propositions qui soient éclairées pour l'améliorer, en prenant en compte toutes les évolutions qui sont intervenues depuis 10 ans et en allant vers des solutions qui permettent de faire face aux défis climatiques et d'aller vers des territoires plus résilients. Alors avec une volonté tout au long de la concertation qui a été affichée dès la première réunion publique du 15 octobre, de laisser une grande latitude aux participants, de dire en fait quelles étaient leurs attentes, sur quel sujet ils voulaient ouvrir le dialogue, ouvrir le débat, et de pouvoir suivre et adapter en fait notre méthode de concertation au fur et à mesure des sujets qui allaient sortir. Alors comment est-ce que s'est déroulée cette première phase de concertation? Donc, puisque là on est à la fin, à l'issue de cette première phase, et on fait la réunion de restitution. Eh bien, la première réunion, donc, elle a eu lieu le 15 octobre 2020 et juste après, on s'est retrouvé reconfiné. Donc, on imaginait que ça allait être ponctuel, mais malheureusement pas du tout, puisque en fait, ça n'a été levé qu'hier. Hein. Donc, pendant tout ce temps, on a dû réadapter notre façon, notre méthode d'animation pour tenir compte des restrictions liées au Covid. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire du tout de réunions en présentiel, pas pu faire d'ateliers en présentiel. On a fait très peu de visites sur site. Enfin voilà, tout a été vraiment très restreint. Et on a tout organisé en visio, en dématérialisé. Alors ça nous a obligés, puisqu'on avait imaginé une deuxième réunion publique, on aurait pu déjà donner des informations, détailler le contenu du projet. Donc on a fait ça sur la page dédiée au projet du site Je participe de la métropole, donc par un webinaire qui explicitait en fait le contenu du projet, le pourquoi, le comment. Et puis, on a mis très rapidement un questionnaire en ligne, donc un questionnaire pour sonder vos attentes, vos intérêts, votre connaissance du projet aussi, et puis faire ressortir les thématiques prioritaires sur lesquelles vous vouliez ouvrir le débat, vous vouliez dialoguer avec nous. Donc, ce questionnaire nous a aussi permis de recruter les volontaires pour contribuer, donc pour travailler dans le panel citoyen et le panel d'acteurs locaux. Alors ce questionnaire, il a rencontré un vif succès puisqu'on a eu 420 réponses environ et de très nombreuses candidatures donc, pour intégrer les panels citoyens qu'on a décidé de toutes prendre en compte. Au début, on avait dimensionné ça de façon plus restreinte, mais on a décidé, devant l'engouement, de prendre en compte toutes les candidatures. Alors les thématiques qui sont ressorties, donc il y avait un certain nombre d'items qui étaient proposés, qui étaient listés, mais on avait aussi la possibilité d'en rajouter. Et ce qui est ressorti de façon très nette, donc en premier, c'était la thématique des risques, les risques industriels et les risques naturels. En second, la présence de la nature en ville. Et en troisième, la mobilité. Donc c'est vraiment ces trois thématiques, ces trois sujets qui arrivent nettement en tête des classements. Alors le choix, ça a été de consacrer la première phase de concertation aux deux premiers.
donc les risques et la nature en ville, et puis de renvoyer plutôt le sujet mobilité à la deuxième phase de concertation, puisque là, on sera plus dans des aspects opérationnels, plus dans des solutions concrètes, et qu'on va en particulier aborder la desserte du quartier et les moyens de s'y déplacer. Alors, les méthodes d'animation, effectivement, elles ont été vraiment revues, chamboulées du tout au tout, donc ça nous a forcé à être imaginatifs. Puisqu'on ne pouvait pas du tout se voir, donc on a organisé des groupes de travail dématérialisés, mais ce qui voulait dire des plus petits groupes de travail. Donc au lieu de 30 personnes, on les a restreints, on a fait des petits groupes de 15, ce qui supposait de les démultiplier et d'avoir des intervenants aussi en conséquence. Et en fait, on a pu répondre à ce défi que nous posait le Covid grâce à l'intervention d'un bureau d'études qui nous a accompagnés et grâce à la mobilisation de tous les services et de tous nos partenaires qui sont vraiment impliqués pour animer tous ces ateliers. Donc il y a eu plus d'une vingtaine, 22 ateliers qui ont été organisés et ils se sont déroulés donc en deux vagues. La première vague qui a traité du premier sujet, donc les risques, à raison de 2 ateliers de 2 heures chacun. Et puis, pareil, pour la deuxième vague, pour la présence de la nature en ville, encore une fois, 2 fois 2 heures. Donc là, vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés et qui ont bien voulu participer, se mobiliser, parce que ça a représenté un réel investissement de leur part, puisque, vous voyez, un certain nombre d'heures à y consacrer sur une durée de plus de 4 mois. Alors, à l'issue de cette première phase, le petit bilan qu'on peut faire, en tout cas du point de vue de la démocratie participative, c'est que c'est pour nous une réelle satisfaction d'avoir pu mener à bien cette première phase dans une situation aussi compliquée, avec autant de contraintes. Et malgré ça, d'avoir suscité votre intérêt, puisque vraiment beaucoup de personnes se sont manifestées, beaucoup de personnes se sont inscrites dans nos ateliers. Il y a eu un petit émoussement de l'assiduité au fil du temps, mais je pense que c'est assez classique. Mais quand même, on est vraiment très, très satisfait. Et aussi une grande satisfaction de la richesse, au vu de la richesse des propositions, des échanges qui ont eu lieu dans les ateliers. Vous en avez eu un petit aperçu là en ouverture de la séance, mais il y a bien d'autres choses et on va essayer de les valoriser le plus possible. Alors, bien d'autres choses. On a compris que c'était une concertation qui s'était adaptée aux circonstances, au thème aussi, puisque le thème du risque n'était pas inscrit au départ dans la feuille de route. Isadora Guerra nous a rejoint. Elle est responsable du service participation et citoyenneté à la métropole Rouen-Normandie. Et donc, Isadora, vous allez nous raconter un peu dans le détail ce qui ressort du travail des citoyens qui ont avancé. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont en ligne. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait une quarantaine de personnes. Je vais peut-être défiler les slides, si vous voulez bien. Je vais essayer de synthétiser. C'est pas facile parce qu'il y a eu énormément de travail, il y a eu énormément de contributions, 22 ateliers participatifs, comme l'a rappelé Sylvie tout à l'heure. Donc, on a créé un panel citoyen. Initialement, on avait une centaine de candidats. Entre le moment où on a lancé l'appel à candidature et le moment où on a mis en place les groupes de travail, forcément, on a eu quelques pertes. Donc, on a commencé ce travail-là avec une soixantaine de personnes. On a fini avec 45. Mais bon, c'est plutôt correct par rapport à ce type d'initiative c'était quand même entre janvier et avril, donc 4 mois de travail avec des habitants qui ont bien voulu travailler avec nous et avec des acteurs du territoire qui se sont mobilisés également. Donc nous avons pu travailler avec eux, comme l'a rappelé Sylvie tout à l'heure, sur deux ateliers qui étaient consacrés à tout ce qui est risque, 2 ateliers qui étaient consacrés à la nature en ville. Ce qui ressort clairement, c'est les attentes citoyennes aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Comment est-ce que notre contribution va être prise en compte? Et c'est là-dessus qu'on a essayé, et on essayera ce soir justement d'apporter une partie de la réponse, sachant que les équipes de maîtrise d'œuvre, ils travaillent encore aujourd'hui à bien analyser et à bien prendre en compte tout ce qui ressort de cette concertation, de cette première phase de concertation, puisqu'il y a une deuxième phase à venir à partir de l'automne. Donc,
il y a eu énormément on a essayé vraiment de mettre en place des démarches d'intelligence collective qui permettent l'expression de tout un chacun. On a eu des votes en ligne, on a eu des référendums, on a fait ce qu'on appelle les photolangages, c'est-à-dire qu'à travers des photos d'ambiances différentes, on essaie de se positionner sur quelles sont les ambiances sur lesquelles on s'imagine dans ces futurs quartiers. On a travaillé sur des personas, donc on a demandé aux participants de prendre la place de quelqu'un, d'avoir un personnage et prendre la place de ces personnages-là pour imaginer de quelle manière ces personnages-là vivraient le quartier, quels seraient les risques, en tout cas le ressenti que cette personnage aurait par rapport aux risques éventuels dans le quartier. Et on a également travaillé une méthode qui a été créée par le prestataire qui nous a accompagnés pour la concertation, qui s'appelle Blue Neuve. Ils ont créé un concept qui s'appelle le Bright Mirror et qui consiste grosso modo à élaborer des récits collectifs, des récits positifs. Bien évidemment, c'est fictif. Et donc, on a travaillé avec tous les panels des citoyens. Il y a 12 récits qui ressortent de ce travail. Et donc, après, on a à nous, justement, d'analyser ces récits-là et essayer de ressortir de la matière pour pouvoir avoir un apport réel à l'évolution du projet. Donc, si je reviens vraiment, je vais faire quand même le plus vite possible. On est sur des ateliers autour des risques. L'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler sur les ressentis, sur quelles sont les craintes qu'on a par rapport à ces quartiers-là. Comme l'a rappelé Sylvie tout à l'heure, la question des risques, c'était un sujet majeur, c'est un sujet qui était fortement demandé par vous tous dans les questionnaires, mais aussi lors de la réunion publique de lancement le 15 octobre. Donc, il y avait des attentes, il y avait des craintes. On a travaillé sur les sujets pendant 2 sessions. On a fait un premier travail, comme je vous le disais, pour essayer d'imaginer de quelle manière un habitant du quartier vit les risques et comment est-ce qu'il peut imaginer des solutions pour ces risques-là. Donc, on a fait, oui, voilà, deux grosses séances de travail sur le sujet. Ce qui ressort, c'est que on peut identifier des risques industriels, on le sait, des risques naturels, et d'autres risques plus liés aux nuisances sonores, par exemple, des risques liés aussi éventuellement à un manque d'attractivité pour les quartiers parce qu'il y a un enclavement possible. Et donc, c'est d'autres risques qu'on n'avait pas à ce stade identifiés de cette manière-là. Et quand on demande de quelle manière on peut répondre à ça et comment est-ce qu'on peut intégrer cette question du risque dans la conception du projet, ce qui ressortait, c'était la nécessité d'imaginer dès le départ que dans les aménagements, dans la construction, on intègre des solutions éventuelles pour ces risques-là. Donc, par exemple, qu'on puisse imaginer des espaces de confinement, qu'on puisse imaginer faciliter les choses pour qu'on puisse évacuer le quartier si on en a besoin. Donc, il y a la question de prévoir dès le départ, prévoir dès la conception. Il y a la question de pouvoir aussi être prévenu très rapidement. Donc ça, on l'a tous vécu pendant l'ouvrisol, donc on sait de quoi ça parle. Quand on regarde, grosso modo, ce qui ressort, c'est des mesures soft, des mesures hard. Dans les mesures hard, comme je le disais tout à l'heure, ça va être plutôt des mesures en lien avec la construction, en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire dans la conception des bâtiments et dans la conception du quartier pour pallier aux éventuels risques. Et dans les mesures soft, c'est plus tout ce qui relève de la culture du risque, en fait. Travailler sur la sensibilisation, la pédagogie, un travail qui est fortement demandé également pour mieux comprendre et pour qu'il y ait plus de transparence par rapport aux risques industriels et par rapport à ce qui est fait dans les industries. Donc, voilà pour le travail qui a été fait par rapport à comment est-ce qu'on améliore les sentiments de sécurité. Donc, quelques verbatim, parce que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les gens s'expriment librement au cours d'un atelier participatif. Je passe. Du coup, on a un deuxième atelier, enfin une deuxième séquence de travail sur la nature en ville. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. En fait, par rapport au travail avec les risques, on a profité pour commencer à se demander qu'est-ce que la zone de transition doit devenir. La zone de transition, c'est à partir d'ici. En fait, c'est toute la zone ouest du quartier. Et c'est la zone qui est censée
faire tampon justement avec la zone industrielle et avec la grande infrastructure routière. Et donc, on a fait un travail, on appelle ça des préférendums, on a fait voter les participants. Et ce qui ressortait, c'est que cette zone de transition devait être toute végétalisée, alors qu'initialement, dans le projet conçu en 2014, on était sur du bâti, il y avait de la construction, il y avait des activités, pas de l'habitat, mais surtout des activités. Et donc là, ce qu'il ressort, c'est que les habitants souhaiteraient plutôt que ce soit un espace complètement végétalisé, sauf qu'il ressort également le risque de ne pas pouvoir répondre à la nécessité de faire tampon et de faire barrière aux nuisances sonores, notamment. Et donc, un espace complètement végétalisé, ça ne répond pas complètement à toutes les questions qui ont été soulevées par les participants eux-mêmes. Donc, avec ça, justement, la maîtrise d'œuvre doit remouliner tout ça et ils vont pouvoir nous en parler tout à l'heure. Donc ensuite, on a fait un travail sur la nature en ville. Donc pareil, 2 séances de travail sur la nature en ville. Dont la première était vraiment, on a essayé de se projeter et d'imaginer, faire travailler les participants sur comment est-ce qu'on imagine les quartiers Flaubert en 2035. Donc c'est les récits, comme le récit qu'on a entendu tout à l'heure. Comme je vous disais, il y en a eu 12. Et on a décortiqué un peu tout ce qui ressortait de ces récits-là, ce qui était un apport très riche pour la maîtrise d'œuvre. Enfin, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Parce que comment est-ce qu'on incarne l'apport de la nature en ville? À quoi ça nous sert d'avoir de la nature en ville? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte la qualité de vie, du bien-être. Et donc, c'est ce qui ressort des récits. Donc, toute la question aussi de la fraîcheur, donc importante, puisqu'on voit bien qu'avec les changements climatiques, il va bien falloir pouvoir de plus en plus concevoir tout ce qui nous permettra d'avoir des îlots de fraîcheur. Il y a toute la question de la notion derrière la nature en ville, c'est la notion des loisirs, des usages différents qu'on peut avoir quand on a de la nature en ville. C'est pas imaginer une ville qui soit complètement urbaine avec des notions qui aujourd'hui ne correspondent plus aux attentes citoyennes. Et tout ça, ça ressort vraiment de ces récits. Et il y a aussi toute la question des sensations, forcément, puisque quand on est dans de la nature en ville, en plus c'était des récits, comme je vous le disais tout à l'heure, des récits positifs, des récits où on rêve, on imagine comment est-ce qu'est la ville de demain. Et ce qui ressortait, il y avait énormément d'éléments par rapport aux sensations, la sensation des bien-être, le vent qui souffle, la chaleur, la fraîcheur parce qu'on est à l'ombrage d'un arbre. Et c'est toutes ces notions-là qui permettent justement de donner un côté plus réel, peut-être, en même temps onirique, mais en même temps très réel au projet. Ça permet de mieux visionner qu'est-ce que je veux pour ce quartier, en fait. Donc, c'était l'intérêt de ce travail-là. On a travaillé également, puisqu'on était sur la nature en ville, on a fait un travail autour du canal. Comme vous le savez, dans le projet initial, il était prévu d'aménager un canal, c'est toujours le cas. Mais le canal tel qu'il a été conçu ne correspond plus trop aujourd'hui aux attentes, ni techniques, ni politiques, ni citoyennes. Donc, on a profité de cette occasion pour pouvoir travailler avec les habitants sur les sujets et faire évoluer le projet en intégrant tout le travail qui a été fait avec eux. Ce qui ressort grosso modo, c'est qu'on a besoin d'un espace qui soit peut-être plus avec une multiplicité d'usages, que ce soit un parc, que ce soit un endroit où on a envie de s'y promener, on a envie de manger un sandwich quand on fait sa pause le midi, on a envie d'amener ses enfants pour jouer, un espace où on peut organiser peut-être des petits événements culturels, mais en même temps un espace où je peux être tranquille avec mon chéri. Enfin, voilà, un espace à multiples usages et du coup, le canal tel qu'il était conçu aujourd'hui ne répondait pas à toutes ces attentes-là. Donc, mais la maîtrise d'œuvre, on va l'évoquer avec beaucoup plus de détails tout à l'heure, justement pour voir de quelle manière on peut répondre à cette attente d'espace à la fois intimiste, à la fois multi-usage, à la fois qui permet de préserver la biodiversité. Et ce qui ressortait également très intéressant du travail fait avec les habitants, c'est une notion de la ville de demain, comment je souhaite la vivre, et on souhaite la vivre de manière conviviale, solidaire, avec un lien social très fort. Ce sont tous ces éléments-là qui permettent encore une fois d'incarner vraiment le projet. Et c'est dire qu'en fait, la ville de demain,
il faut de la nature en ville, mais il faut aussi qu'on s'en saisisse et que la nature en ville, elle soit, on la vit, on l'apprécie, mais en plus, on s'en occupe. Et ça ressortait également de travail fait avec le panel citoyen. Donc, de quelle manière, quel est le rôle qu'on doit jouer dans la ville de demain quand il est à la nature. Donc, il faut en profiter, mais il faut aussi s'en occuper. Et ça crée du lien social. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont derrière et qui sont vachement intéressantes et pertinentes et qui permettent également à la maîtrise d'œuvre de mieux affiner le projet lui-même. Donc, on a travaillé sur les rôles que chaque acteur devrait jouer par rapport à la nature en ville. Donc, on voit clairement que les collectivités et les réseaux associatifs, les collectifs d'habitants, ils ont un rôle plus d'entretien de ces espaces et d'animation de ces espaces, alors que pour les habitants, ça va être un rôle plutôt d'entretien. Voilà, on y vit, on en profite. Et pour les bailleurs et pour les promoteurs, ce qui est demandé, c'est plutôt voilà, qu'ils puissent avoir un travail de qualité, offrir un produit de qualité, donc des bâtiments qui soient qualitatifs et qui soient entretenus, toujours dans cette notion de qualité de vie qui ressort fortement de tout ce qui est nature en ville. Voilà. C'est donc tout ça. Donc ça, c'est les travaux, les demandes telles qu'elles ont été exprimées au fil des groupes de travail. Charlotte Goujon nous rejoint à un moment, puisque Charlotte Goujon est vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie, en charge notamment des risques. Et alors, c'est lié au contexte et à ce qui s'est passé, mais la notion du risque est ressortie comme un des deux piliers de cette concertation. Du coup, ça vous inspire quelque chose? Bonsoir à toutes et à tous. Et évidemment, on se doutait au lendemain de l'incendie du 26 septembre 2019 que notre façon collective de vivre à proximité des entreprises, des usines, allait être réinterrogée, que ce soit pour des quartiers d'habitation existants ou des quartiers d'habitation futurs. L'avantage avec les quartiers d'habitation futurs, comme on l'envisage sur le quartier Rouen-Flaubert, c'est qu'on peut intégrer cette notion des risques, en l'occurrence les risques industriels, sur la façon de penser le projet. Alors la métropole, elle a mis en œuvre depuis un an maintenant un certain nombre d'éléments, une feuille de route que nous nous sommes fixés sur la question des risques et ce qui était évoqué dans ce qu'Isadora a présenté sur les demandes, les attentes des habitants. La métropole est déjà active sur un certain nombre de sujets. La question de l'information et de l'alerte, par exemple, on est en train de retravailler avec les communes les documents d'information sur les risques majeurs à mettre à disposition des habitants, sur les affichages sur l'espace public. On a mis en place depuis le mois de mars, et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, un système d'alerte par SMS sur inscription. Donc ça fait partie des éléments que l'on souhaite, que l'on a mis en œuvre et que l'on souhaite poursuivre. Évidemment, tout ceci ne peut être rendu aussi possible qu'avec le concours des industriels et avec le concours de la préfecture, des autorités publiques représentantes de l'État sur le territoire. Donc on travaille aussi avec l'ensemble de ces acteurs, avec les industriels, à la création d'une plateforme industrielle qui va être un lieu qui va permettre aux industriels de se fédérer et donc de pouvoir avancer sur les questions de sécurité industrielle, parce qu'avant évidemment d'avoir cette question de la gestion de crise, il faut évidemment d'abord anticiper et éviter les risques et donc travailler à la sécurité industrielle. On travaille aussi, nous, métropole, à la constitution d'une conférence riveraine avec un institut qui a été créé au lendemain d'AZF à Toulouse et qui va nous permettre de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, collectivités, associations, riverains, comme son nom l'indique, entreprises, pour travailler à un dialogue. La culture du risque, c'est aussi connaître les industries qui nous entourent, connaître les activités et donc connaître les risques inhérents à ces activités
activités. Et donc tout ça, c'est un travail qu'on est en train de mettre en œuvre, mais au moment où on a eu un échange avec les personnes qui constituaient le panel d'habitants, de citoyens qui ont travaillé sur ces sujets, il est émergé aussi un certain nombre de propositions. Il a été question, par exemple, d'une carte dynamique qui pourrait être consultable en temps réel, justement pour avoir les informations, pour connaître les chemins d'issue, les chemins d'évacuation. Et donc, ça fait partie des choses qu'on est en train de réfléchir et d'imaginer. Il y a ce week-end un hackathon sur cette question des risques majeurs. Et donc, ça fait partie, j'espère, des projets qui pourront émerger à l'occasion de ce hackathon. Donc voilà, on a bien évidemment pleinement conscience que cette question des risques majeurs, mais ça a été évoqué aussi dans la présentation, des risques naturels, puisqu'on est ici dans le quartier Flaubert en bord de Seine, avec un sujet qui est indéniable aujourd'hui, c'est que le changement climatique aura des conséquences sur l'élévation du niveau des mers et donc très probablement sur l'élévation du niveau de la Seine. Donc c'est tous ces éléments-là que l'on doit prendre en compte et que l'on doit travailler collectivement. La question urbaine aussi, je voyais dans la présentation des propositions d'habitants sur des VMC qui puissent être coupés de individuelle pour finalement se prémunir d'éléments de fumée comme on a pu le vivre le 26 septembre 2019 qui rentreraient dans les habitations. Donc voilà, tout ça, ces questions urbaines, ce sont des choses qu'il faut que l'on étudie pour pouvoir les intégrer dans les prescriptions et qu'elles soient utiles aux habitants. Merci. Je vais passer la parole à ma gauche maintenant, à Bertrand Masson, qui est donc directeur de l'aménagement et des grands projets, et Jacqueline Hosty, architecte, à qui on doit le profil du quartier. Loïc Bonin, vous voulez nous rejoindre ? Il y a un siège où à côté de moi, si Charlotte... Charlotte ? Petite interruption technique. Donc, simplement pour... on a les attentes, on a des attentes qui se sont exprimées, des scénarios qui ont été évoqués, et vous avez commencé à les prendre en compte. C'est-à-dire que vous allez nous montrer maintenant à quoi ça pourrait ressembler une fois qu'on a écouté les gens. Bonsoir toutes et tous. Alors je vais laisser la parole à Jacqueline Hosty et puis Loïc Bonin. Peut-être juste revenir sur deux grandes familles de ce qui a été issu de ces exercices de concertation, de ce matériau très riche qui nous a été apporté, qui nous a beaucoup questionné et fait travailler. Un en réaction plutôt par rapport à une question de risque. On a parlé des risques industriels, mais c'est aussi les risques naturels. Et un plutôt en anticipation, justement sur cette place de la nature en ville, sur comment faire en sorte que on soit en anticipation d'un accompagnement de lutte du dérèglement climatique. Dans les deux cas, c'est une question de résilience. Comment je peux avoir un quartier, comment je peux vivre dans un quartier dans 50 ans, 100 ans de manière confortable, correcte, agréable. Et en fait, j'ai envie de le voir de manière positive. Le mot résilience, c'est un peu un mot de lutte. Je lutte par rapport à ce qui m'est arrivé. Et finalement, à partir du matériau qu'on a eu, la réflexion, elle a été de se dire, transformons ça en positif, donnons envie d'eux, donnons un cadre où on se sentira bien, un cadre où c'est là qu'on se sentira en capacité de vivre demain, aujourd'hui, demain, et avec ce qui va nous arriver. Et peut-être l'exemple, et Jacqueline, je pense, ou Loïc le présentera, l'exemple intéressant, je trouve, c'est le travail qui a été mené sur la zone ouest, on vous la présentera tout à l'heure, où on est plutôt sur une question de proximité des industries, sur plutôt un regard par rapport au risque. Et finalement, l'approche et le premier travail qui a été mené, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui peut donner envie d'eux, transformer cet espace, envie d'eux d'intégrer cet espace dans le quartier pour qu'il soit d'abord agréable, parce qu'on est d'abord en ville et on est d'abord dans un endroit qu'on vit au quotidien, qu'on côtoie et dans lequel on aime être. Alors peut-être Jacqueline... Non, pardon. Oui, non, mais ça va marcher tout seul. Oui, absolument.
Ah, du coup, je crains que vous l'ayez éteint. Oui, je pense. Voilà, c'est bon ? Ok. D'abord, j'aimerais rappeler que ce projet, ça fait donc 12 ans. Donc, il s'est passé plein de choses. On a hérité avec Yves Couloum, architecte urbaniste, qui fait partie du travail. Enfin, on a travaillé ensemble sur ce quartier avec Aegis aussi. On a hérité, et encore on en voit bien sûr les traces aujourd'hui, d'un terrain de 90 hectares traversé par les voies ferrées, les autoroutes, etc., pollué, etc. Donc il y a tout un travail en amont qui prépare le terrain, et j'insiste sur ce côté-là parce que la prise en compte du paysage et de l'environnement dans la fabrication de la ville est essentielle, et ça prend du temps. Alors après, on évolue et on fait évoluer le projet. Et justement, tout le travail qui a été apporté aussi dans la concertation, les réactions positives, constructives, négatives, on a de tout, permettent de nous faire, nous, évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on imagine quelque chose à partir enfin, c'est quand même des territoires très, très abîmés. Et comment on peut... Voilà, le rendre fertile, le faire que ça pousse, que le fait que la ville puisse s'installer dans un territoire qui est juste à côté de la ville. On est à côté du centre-ville, au bord de la Seine. Simplement, c'est industriel et on n'en garde qu'une image. On a plutôt une image négative, alors qu'il y a des tas d'avantages et des tas de choses extrêmement positives sur ce site. Alors au départ, on a commencé à travailler ce site-là. Il manque une branche d'ailleurs sur le plan, sur comment redonner de l'ordre dans ce territoire. Et dans tout ce territoire, il y a une partie centrale. C'est comment relier aussi ce quartier, futur quartier, par rapport aux autres. Donc tout le travail sur la voirie qui va être fait, notamment avec la réalisation du viaduc, ça va permettre de raccrocher ce quartier à la ville, au centre-ville. Et puis il y a cette parcelle particulière qui est de part et d'autre du viaduc, qui sépare d'un côté le port et de l'autre côté le nouveau quartier. Donc on l'a imaginé au départ comme un élément qui permette de protéger le quartier des nuisances d'une infrastructure importante, parce que de fait de faire cette infrastructure, ça nous permet de dégager, de rattacher vraiment, de recoudre des quartiers entre eux, notamment le long du boulevard avec Petit-Quevilly, le quartier d'Orléans. Donc là, on se retrouve on avait pensé cette partie-là de construire de part et d'autre pour intégrer, faire écran aux nuisances sonores occasionnées par l'infrastructure, qui est donc l'entrée en ville à partir de cette infrastructure via le cœur de quartier. Donc, première, il y a eu plusieurs étapes. À gauche, vous avez donc, à gauche, donc c'est le projet tel on l'avait imaginé. Et on voit une forêt, l'arc du viaduc, une forêt, ce qu'on appelait une forêt urbaine, qui est en fait qui prend de part et d'autre ce viaduc, et puis des constructions le long de cette infrastructure. Le souhait, suite à l'événement de septembre 2019, il y a eu un souhait de besoin de nature, mais bon, le végétal a des vertus, certes, mais il n'a certainement pas celle d'arrêter les décibels qui viennent de l'infrastructure. Donc, tout d'un coup, on a cette infrastructure au milieu d'un espace très ouvert, planté. Il a le mérite d'atténuer le fait de voir des arbres. On a l'impression que ça fait moins de bruit, mais les décibels sont identiques avec ou sans arbres. Donc quand même, on s'est dit que ça serait dommage que le quartier reçoive des nuisances sonores occasionnées par le viaduc. Et donc on a plutôt réfléchi à une solution numéro 3, qui serait donc celle que vous voyez à droite, et qui serait de garder une ligne de construction le long de la rue pour protéger ensuite le quartier. Donc ça ne sera pas des habitations, mais plutôt de l'activité. Donc une activité, c'est la journée, c'est pas le soir. Et de planter le plus possible à l'arrière de ces bâtiments et de part et d'autre du viaduc. Donc c'est un peu la solution qui nous semble... autant à gauche, on a une solution très construite. Au centre, on a une solution extrêmement verte, mais qui a l'inconvénient, l'avantage, c'est qu'il y a du vert.
et des arbres. Mais l'inconvénient, c'est que ça laisse passer les décibels et on perd notre écran acoustique qui est pour la ville, qui est juste le quartier qui est juste à côté. Et donc on propose, on a pensé à cette solution qui ménage à la fois cette vision et ce poumon, enfin cet élément vert est planté au centre, et à la fois un écran de garder des constructions pour faire écran et protéger des nuisances sonores le quartier qui vient juste à côté. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc la première image qui est passée très vite. Voilà. Donc voilà le projet tel que nous l'avons imaginé à l'époque. Ensuite, on a le quartier, la même chose sans les constructions, donc un espace ouvert. Et puis là, la solution numéro 3 qui permettrait d'avoir cet écran et donc une densité végétale quand même conséquente qui permet d'absorber ce viaduc dans cette masse végétale. Oui, d'accord. On a commencé à regarder ce que représentait cet espace. On est sur à peu près 2 hectares, 2,5 hectares. Donc ça commence à représenter une masse importante. Donc là, on a perdu l'image, qui pourrait être effectivement transformée en boisement, en boisement de type forestier. Ça peut représenter plus de 2000 arbres. Sur les images suivantes, on a représenté ici en coupe aussi pour que vous visualisiez cette masse végétale qui entoure l'infrastructure. Ce qui est important, c'est que l'infrastructure soit vraiment prise dans ce boisement. Et on a présenté quelques images de référence pour faire le lien avec ce qui se passe sur la presqu'île, puisque l'idée étant que la trame verte des bords de Seine vienne s'infiltrer à l'intérieur du quartier. Et là, vous voyez les plantations qui ont aujourd'hui 7 ans, 7 à 8 ans. Ici, on est au cœur de la butte forestière. Alors là, les images vont un peu trop vite. Merci. Ici, par exemple, c'est un cheminement qui est au cœur de la presqu'île avec les boisements qui ont été plantés en 2013. Donc en 6-7 ans, le boisement peut se constituer. Donc le principe serait de constituer une énorme réserve écologique qui serait plutôt un espace fermé. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, le parc, c'est vraiment le canal à l'intérieur du quartier avec les usages, et puis cette réserve écologique qui va se développer le long de l'infrastructure. Ici, c'est 2 images de plantations de bosquets qui ont été réalisées dans le parc de Clichy-Batignolles à Paris. Jacqueline, tu veux en dire un mot ? Donc là, on a planté, c'est un parc très urbain dans un quartier extrêmement dense. Et on avait développé le thème des saisons. Et là, c'était le thème de l'hiver avec un boisement. Et ça, ce sont aussi donc on a des agrès. Enfin bon, là, il fait partie du parc, donc c'est pas un espace fermé, mais il est en plein centre d'un quartier. Là, on va être de part et d'autre d'une infrastructure, donc il nous semble plus... Enfin, c'est des choses qu'il faut réfléchir et étudier sur le fait de fermer cet espace, de peut-être le rendre accessible justement pour avoir des observations, peut-être des promenades, enfin que ce soit un lieu qui puisse se visiter, mais fermé probablement le soir. Donc plutôt un site protégé. Je crois qu'on a fini avec la première partie. Alors, sur cette question de la fermeture et de l'ouverture, c'est peut-être l'occasion aussi de cet espace boisé, c'est peut-être l'occasion aussi d'un petit temps d'échange avec vous. Ça fonctionne un peu dans les 2 sens, la concertation est loin d'être finie. Est-ce que par rapport à cet usage-là, par rapport à cette proposition-là, vous avez des réactions ou des questions ? Un micro est susceptible de venir jusqu'à vous, le cas échéant. Et c'est même mieux de parler dedans pour que les gens qui nous suivent à distance vous entendent. Bonsoir, Stéphane Bonnet. Merci en tout cas pour cette restitution, je trouve ça formidable. Vous parliez tout à l'heure d'écran de bruit là, pour le raccordement du viaduc. J'imagine que c'est le raccordement qui va du pont Flaubert jusqu'à la Sud 3. Il me semble qu'autour de Paris, quand on arrive sur le début de la 14,
Et il y a des écrans anti-bruit qui permettent à la fois de régler le problème de propagation du son des grosses infrastructures, puisqu'on est sur autoroute, et qui permettent aussi de libérer de l'espace justement derrière, voire même de l'habitation et des jardins, dans des conditions sonores qui sont tout à fait acceptables, sans que pour autant on reconstruise de nouveau en fait, des bureaux qui seront utilisés 14% du temps. Certes, l'infrastructure sera équipée d'écrans anti-bruit sur la structure elle-même. Après, voilà, on pense que c'est le vis-à-vis de la rue qui a été réalisé, ouvre sur... ça sera des logements qui seront directement... c'est un programme de logement en grande partie. Donc, il sera directement en vis-à-vis avec cette infrastructure. Avec effectivement des éléments plantés, mais il nous semble quand même que ça assure le fait d'avoir des constructions de l'autre côté de la rue en face des bâtiments permettrait d'avoir une meilleure protection, d'assurer une meilleure protection des nuisances occasionnées par l'autoroute. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, merci. Jean-Michel Clémenceau. J'ai été, comme beaucoup, un des premiers acteurs et un très grand plaisir d'avoir pu participer à toute une série d'animations. Et encore merci à toutes les personnes qui nous ont conduits à pouvoir nous exprimer et à penser ensemble au niveau de ce futur quartier. Et moi, ce que je retiens et ce que nous avons essayé de dégager, c'est effectivement cet esprit nature, ces éléments incontournables de secteurs boisés et des jonctions et des mariages avec l'eau, la Seine, mais également toutes les parties du canal, et de voir que ça sera sans aucun doute des zones de loisirs, mais aussi des espaces de vie à disposition, à l'appropriation au niveau des habitants. Et c'est vrai que, bon, ça a été évoqué, des risques industriels, et on a beaucoup aussi réfléchi aux risques naturels. Et sur cet aspect, moi je sais que sûrement on n'est pas arrivé au bout de toutes nos réflexions et de toutes nos expressions, mais est-ce qu'on est en mesure de véritablement de penser que les risques naturels seront d'une ampleur plus ou moins importante? Je doute que d'ici 50 ans, on ait bien mesuré les implications des transitions écologiques naturelles qui vont venir ici à Rouen et ailleurs. Bon, ça, c'est un point sur lequel vous, ici, vous avez sans aucun doute des réponses, mais on aura, même après plusieurs débats, encore des incertitudes sans aucun doute. Peut-être pour apporter quelques éléments de réponse, ce que vous soulevez est très important et très vrai. Je crois que des certitudes, on n'en a pas, et il ne faut pas qu'on se mette dans cette situation-là. En revanche, ce qu'on a essayé de faire pour concevoir le quartier, alors par rapport au sujet que vous évoquez, hein, notamment les risques naturels et le risque inondation, c'est de ne pas fonctionner aujourd'hui, mais de se projeter dans un fonctionnement du quartier à 2100. Et pour la question inondation, on a en fait, avec des partenaires, notamment le Gypsen Aval, et puis l'aménageur du quartier Rouen Normandie Aménagement, on a modélisé le fonctionnement de la Seine à l'horizon 2100 en intégrant les plus hautes eaux connues, donc c'est 1910 et le coup de vent de 1999, et en se positionnant dans les hypothèses pessimistes du réchauffement climatique établies par le GIEC.
Donc, institution qui fait, on va dire, référence, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, sur lequel on peut croire qu'il n'y a pas d'orientation, en tout cas minimaliste, dans leurs hypothèses. Cette hypothèse pessimiste, c'est 60 cm de rehausse du niveau marin au Havre. Donc, on a modélisé le fonctionnement de la Seine, qui est assez complexe parce que c'est des phénomènes et maritimes et fluviaux. Et en plus, le quartier est à peu près au croisement des deux. Et ça nous donne un rehaussement des plus hautes eaux possibles, dans un cas type 1910 ou 99, d'à peu près 30 cm de plus que ce qu'on pourrait avoir finalement aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'ensemble des aménagements qui sont en zone inondable sont conçus pour pouvoir supporter une inondation de ce type-là. Et c'est d'ailleurs ce que vous voyez, si on regarde juste ici, le 108, le bâtiment où on est, il est surélevé par rapport au sol. En fait, il n'y a pas vraiment de raison architecturale en tant que telle. C'est une contrainte qu'on s'est donnée, c'est-à-dire que la réglementation aujourd'hui ne nous l'impose pas. En revanche, on s'est donné cette contrainte de rehausser le niveau du bâtiment de ces 30 cm. Alors, ça fait des bâtiments qui sont des fois un peu surprenants parce qu'ils sont un petit peu rehaussés. Hein. Vous l'avez, on le voit bien, notamment sur les terrasses qui sont côté Seine, sur le bâtiment à côté, le 107. Mais c'est se donner les moyens que ce bâtiment-là, le jour où il y a une inondation, on préserve évidemment les personnes et les biens qui seront à l'intérieur. On est en capacité de les protéger. Et puis, on a un phénomène de marée et on est en capacité d'évacuer 6 heures après les personnes. Donc, on n'a pas de certitude. Ça, je suis tout à fait... je partage. En revanche, on essaye d'anticiper. Et cette démarche-là, on essaye de la mener sur tous les sujets. Et peut-être pour répondre à ce que disait monsieur juste avant, finalement, sur le bruit, c'est un petit peu la démarche. C'est-à-dire que certainement que les protections phoniques prévues sur l'infrastructure nous permettent de respecter la réglementation. Voilà, c'est sûr. En revanche, on veut un quartier où il fait bon vivre, un quartier où on est bien. Et donc, on veut aller encore en deçà en termes d'émissions de bruit. D'où justement cette proposition de venir créer ce front bâti de bureaux pour que les habitations, pour que le parc, pour que le cœur du quartier, notamment l'espace du canal, sur lequel on reviendra, on soit vraiment au calme. Et on ait une image de paysage, on ait des usages qui correspondent au bruit que l'on aura autour. Alors, l'espace du canal, on peut... Alors, sauf si une main se lève... Il y a une main. Il y a une question. Ah, j'ai une question. Pardon, c'est l'appel à un ami. Donc, comment régule-t-on le niveau de l'eau du chenal traversant le quartier Flaubert? Eh ben, c'est dans la continuité de là où j'allais, donc je vais faire d'une pierre deux coups. C'est le sujet suivant sur lequel vous avez travaillé, ce canal, des scénarios et des scénarios qui tiennent compte ou pas du niveau d'eau. Donc ce canal, vous avez des scénarios à nous présenter. Alors quand même une précision sur ce canal, on n'est pas dans une darse comme dans un port où on est en communication directe avec la Seine, parce que sinon on aurait vraiment des marnages très importants avec des choses très encaissées. Donc c'est qu'en fait, tout cet ensemble de ce grand canal on appelle le canal vert et bleu, puisqu'il ça commence à Petit-Quevilly, ça descend puisqu'il y a quand même une topographie. Il fait partie d'un système pour gérer toutes les eaux, le recueil des eaux pluviales du quartier. C'est-à-dire qu'on travaille gravitairement pour récupérer l'ensemble des eaux qui seront du quartier quand il va se réaliser petit à petit. Et donc, on amène progressivement cette eau vers un canal. Et donc, on a un système de marnage ça sert de bassin de rétention pour tamponner les eaux jusqu'à l'arrivée donc à la Seine. Donc c'est plutôt un ouvrage hydraulique pour gérer nos eaux pluviales. On en fait un lieu, le fait qu'il soit en eau, c'est parce qu'aussi qu'on souhaite faire un événement paysager, un espace paysager structurant dans le projet, de créer cette relation des quartiers de la ville vers la Seine. Et donc on n'est pas du tout dans un système en continu entre l'eau, c'est plutôt une succession de bassins qui donc descendent vers la Seine jusqu'à le dernier bassin qui est en communication, mais avec un réglage des niveaux.
Alors au départ, on l'a imaginé comme un... Donc les 3 images que vous voyez, c'était un canal qui crée cette liaison paysagère et géographique avec la ville et la Seine. Et on l'a imaginé en une succession, donc comme je disais, comme un ouvrage hydraulique. Après, se pose la question, souvent quand on travaille sur les espaces publics ou les espaces ouverts de la ville ou d'un quartier, c'est qu'au fond, on s'est posé la question des usages. Et là, on arrive aussi dans cette question du paysage et usage, occasionnée par cette proposition que nous avons faite à une époque. Donc, on a réfléchi à donner plus de surface praticable par les habitants, par les usagers, en diminuant l'impact en verdissant ce grand canal bleu qui offrait au fond des usages de contemplation. Éventuellement, on peut imaginer des usages qui pouvaient mettre en place sur ces bassins. Et donc, on a imaginé plusieurs scénarios pour le rendre aussi que ce soit un lieu de pratique. On parlait d'un espace à proximité où on peut aller déjeuner, on peut effectivement se reposer. Et donc, on a imaginé quelque chose qui soit moins bassin, pris dans des murs, enfin des berges. Et on a réfléchi à quelque chose qui permette d'avoir de l'eau, peut-être passer du verre à l'eau par un système de prairies et de berges, un système d'eau moins dessiné, moins urbain, enfin, qui se végétalise. Donc on a un peu vous avez des coupes qui vous montrent aussi l'évolution par rapport au premier projet. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'au fil des études du projet, on avait aussi sur les berges des circulations. On peut revenir à l'image d'avant. On avait des circulations automobiles et de transport sur les côtés pour des questions d'approfondissement du projet. Donc on a moins besoin de ces circulations. Donc on va vraiment agrandir un espace qui sera beaucoup plus grand, qui va aller pratiquement de façade à façade et qui intégrera juste des voies de desserte et qui, sur les côtés. Mais du coup, on a un espace paysager qui va vraiment de façade à façade, alors qu'avant, on avait le canal central avec des côtés, puis des rues de chaque côté. Donc il y a une évolution aussi dans ce sens de donner plus d'espace praticable, de parcs. Donc ça va être un grand parc linéaire. On a le parc de la Presqu'île Relais en plein milieu donc il y a un statut qui a un statut métropolitain. Ici, on sera plus dans un parc qui sera propre au quartier, qui reliera Quevilly à Petit-Quevilly via le quartier jusqu'à la Seine, par un enchaînement donc de bassins d'abord verts en premier, ensuite ces bassins semi-humides, et après pour arriver à des bassins plus en eau. On peut passer à l'image suivante. Donc ici, c'est des coupes un peu techniques qui parlent de comment on peut mettre en place plus de biodiversité, justement en travaillant à partir d'un milieu aquatique, un milieu humide, un système de prairies et un système plus urbain au pied des façades. Un peu l'image suivante. Donc là, on a simplement donc on va développer en fonction du choix des espèces. C'est un peu ça, c'est des principes sur le fait de donner plus de richesse et permettre d'avoir plus de biodiversité sur cet espace-là qu'on aurait évidemment moins eu peut-être avec un grand bassin. Strictement en bassin en eau, il y aurait certainement une vie aquatique et faunistique parce que ça attire les oiseaux et il y a toujours des poissons. Mais donc là, on a réfléchi à d'autres. Il y a une hypothèse qui est de réduire le bassin en eau et d'avoir des grandes prairies à côté. C'est l'image qui est présentée ici. Et l'image suivante qui passe sur un projet. Là, on est encore dans la berge linéaire. On peut passer donc avec des images de référence. Voilà comment on peut mettre en place. Alors, ce que je disais toujours, quand on veut mettre dans la ville, accueillir la nature de la manière la plus naturelle possible, ça demande une infrastructure extrêmement technique
assez importante, puisque derrière, il y a de la gestion. Et donc là, on garde toujours le caractère, la fonction hydraulique de ce canal pour accueillir les eaux pluviales. Donc il y a une gestion, il y aura une mise en place d'un projet hydraulique assez précis parce que c'est un milieu vivant, il ne faut pas qu'il y ait développement d'algues, il faut que ça soit oxygéné, il ne faut pas que ça soit ou pas assez profond ou trop profond. Enfin, c'est quand même quelque chose, un vrai réglage extrêmement particulier et justement pour offrir aussi une gestion ultérieure, parce qu'un paysage c'est bien, mais derrière il faut des équipes, et souvent ces équipes municipales, qui doivent gérer ces espaces ouverts. Donc ici on a imaginé, ça va certainement évoluer par rapport à cette image-là, c'est un peu une image quand on s'est projeté sur l'idée plutôt d'un méandre, d'un milieu voilà, qui permet de ménager des zones d'eau, des zones de prairies, en imbriquant plus le système végétal avec le système aquatique. Il sera certainement plus simplifié par rapport à les images qui sont présentées, mais ça donne un peu deux versions. On a l'image d'un canal linéaire et ici quelque chose de plus imbriqué, comme ça c'est une image d'un parc à Nanterre, à côté au bout et la Seine, hein, derrière là on voit les arbres, et il y a ce bassin qui est en perpendiculaire qui intègre différentes manières de traiter l'eau. Là ici c'est à Clichy-Batignolles un élément de plantation. Et puis ce qui nous semble important, c'est que sur les côtés vers les façades, on aura plutôt des espaces urbains végétalisés, mais qui acceptent, entre quelque chose qui va être plus naturel et les façades urbaines, d'avoir des espaces publics qui soient plus en relation avec les pratiques urbaines quotidiennes de la ville. Ici, donc ça, ces deux images qui montrent un peu comment on peut avoir la partie verte au centre et la partie un peu plus minérale sur les côtés. Enfin, on se pose la question des usages, parce que c'est aussi, si on enlève des surfaces d'eau, l'eau, ça a aussi l'avantage de pouvoir, on peut imaginer des usages, je ne sais pas, une scène, là c'est des spectacles sur l'eau, on voit ça souvent des fois sur les bateaux qu'on fait voilà, pour les enfants, des pratiques, mais tout cela à l'échelle de ce bassin qui quand même on n'est pas dans un grand canal, on n'est pas dans c'est un peu plus grand que le parc des Tuileries où les enfants poussent leur bateau. Mais ce qui est important, c'est d'allier en ville. Moi, je pense que c'est très important de garder à la fois d'avoir cette présence de la nature en ville, mais aussi d'accepter les usages qui vont avec. Je veux dire, on a besoin de trouver des services, des possibilités de créer des usages pour tous, pour les enfants, pour faire du sport, se reposer. Enfin, c'est vraiment la réussite d'un espace public urbain, c'est bien celui d'accueillir toutes les générations, d'accueillir les différentes, des petits aux moyens, aux ados, aux personnes plus, les parents et les grands-parents autour d'un espace et partager ces espaces de convivialité et de nature. Merci Jacqueline. Alors, je vais me retourner vers la salle et puis vous aussi sur Internet, si vous avez compris, on peut me faire passer vos questions. Sur ces deux scénarios qui viennent de vous être présentés, hein, les berges en pente douce jusqu'à l'eau et végétalisées, et puis ces méandres et les usages qu'on peut en faire, est-ce que vous avez des réactions, des questions? La parole est à vous, le micro est là, il suffit de faire signe si vous voulez vous exprimer. Monsieur. Merci. Moi, c'est plutôt un commentaire. J'étais plutôt assez triste en croyant comprendre que le bassin allait disparaître et que l'eau allait quasiment disparaître. Et ouais, je suis assez content de ce qui est proposé. C'est vrai que c'est nouveau, cet espace intermédiaire. Et je suis plutôt pour le dernier commentaire de Jacqueline, où il faut quand même qu'il reste de l'eau et que les usages autour de l'eau sont extrêmement intéressants, quoi. Je
Je pense que c'est vraiment, là, c'est des images. On est passé de tout haut à quelque chose de... Je pense que c'est ni tout en haut, ni tout vert. Il y a des vraies questions sur tout ce qui est tout ce qui est traitement avec des bassins et des choses comme ça sont extrêmement techniquement vraiment bien maîtrisés pour que on n'ait pas de soucis par la suite, notamment en termes de gestion. Et donc, je pense que c'est vraiment un espace en ville. Et que moi, ce que j'aimais bien dans l'évolution du projet, c'est qu'on passe d'un espace, puisqu'on parle du canal bleu, qui s'est un peu verdi, mais il y a un canal tout vert avant, qui est plus en topographie, où on va avoir plus d'équipements sportifs. Et puis ensuite, on traverse la place. Et après, on a ces enchaînements d'espaces verts avec de l'eau. Et je pense que il faut qu'on trouve le bon curseur, mettre le curseur au bon endroit pour justement avoir différents milieux agréables, pratiques et en termes de gestion pour voilà. Et surtout que ce bassin, c'est pas simplement décoratif, c'est vraiment une manière de gérer les eaux pluviales. C'est vraiment un équilibre. Il y a des volumétries qu'il faut respecter pour accueillir les eaux pluviales du quartier, les pluies les trentenales, les centenales, etc. Merci. Fatima El Kili, je suis adjointe à l'urbanisme à la ville de Rouen. Pour en revenir à ces trois propositions, finalement, on a vu que la concertation avait plutôt été dans le sens des méandres. Avant de m'exprimer, je voulais déjà remercier en fait l'ensemble, j'ai oublié de le faire, l'ensemble des participants, et j'ai trouvé que vos propositions ont été vraiment très enrichissantes et très intéressantes. Et vraiment, voilà, bravo à vous pour votre participation active. Et on espère évidemment que vous participerez aux autres concertations de manière aussi active. Et voilà, merci à vous parce que vous nous faites progresser dans l'évolution de ce quartier. Donc, pour en revenir donc à cette dernière diapo qu'on vient de voir, effectivement, la concertation a plutôt été vers les méandres, en réalité. Sauf que les méandres, c'est très, très poétique, et j'ai adoré l'idée, parce que c'est vraiment... on a envie, effectivement, de se dire... on recrée, finalement, quelque chose de sauvage, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même artificiel, et que derrière, il y a une nécessité d'entretien importante. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Nicolas l'a abordé, derrière, il y a des équipes, et il faut pouvoir, effectivement, perpétuellement assurer finalement cette nature sauvage, mais qui est artificielle. Donc ça posait une première difficulté, à mon sens. Et deuxième difficulté, c'est le fait, et là, c'est par expérience par rapport au quartier Luciline notamment, où on a mis en valeur l'eau, on a mis en valeur des mêles, mais qui sont plutôt de l'usage d'ornement et non pas de l'usage, et pas d'usage pratique sur ces mêles. Et ça pose une vraie difficulté parce que les habitants, quand ils sont en face d'un bassin, ou en tout cas de l'eau, on va dire présence de l'eau, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser, qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir de relation finalement avec ces espaces verts et cette eau, ça pose des difficultés. Et on le voit vraiment notamment sur Luciline, et on est en train d'essayer de revoir justement à travailler sur le quartier pour faire évoluer ça. Donc évidemment, fort de cette expérience qu'on a sur le quartier Luciline, et le fait aussi qu'on soit une ville d'eau, qu'on soit une ville portuaire, mais finalement les Rouennais n'ont jamais accès à l'eau, ça a été des éléments qui nous ont fait avancer vers la solution proposée, en tout cas qui va être étudiée par les équipes de Jacqueline Hosty, et on la remercie. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre... Le temps du nettoyage du micro, et on vous passe la parole.
Là, sur ce qui vient d'être dit, dans nos groupes, dans les ateliers, on est bien allé d'abord de ces esquisses, ces rêves, mais très vite, on a vu aussi de l'intérêt d'être pratique. Et effectivement, Fatima, c'est bien que de l'autre côté, il y a de l'eau, mais cette eau, elle ruisselle. Et on s'est attaché et on a souhaité, et je crois que ça a été bien transcrit, que dans ce futur quartier, avec ce canal, les méandres, les végétaux, les volatiles, la faune aquatique, que ce soit vraiment des espaces de loisirs que les habitants pourront bien utiliser et s'approprier. Ça ne sera pas... En tous les cas, c'est notre conception dans ce que nous avons voulu dessiner, c'est que tous ces éléments soient des espaces de vie sur lesquels on aura envie de venir se reposer, de venir jouer, de venir lire tranquillement un texte de Flaubert ou autre chose, mais en tous les cas, que ce soit quelque chose de très contemporain et on a bien conscience aussi, ça a été abordé, que l'usage va nécessiter des entretiens très particuliers, dans lesquels, sans aucun doute, les habitants aussi devront donner de leur temps, devront donner de leurs préoccupations pour qu'ils soient capables de transmettre aussi ces espaces de vie. Aujourd'hui, j'habite là, demain, ça sera quelqu'un d'autre, mais qu'il y ait cette volonté et cette nécessité que ce soit des espaces sur lesquels on aura envie, effectivement, de venir, de revenir sans cesse. Merci. Merci beaucoup. Sylvie, peut-être ? Est-ce qu'il y a une dernière main qui se lève ? Il n'y a pas de dernière main qui se lève et je n'ai pas de question d'un ami cette fois. D'accord. Sylvie, peut-être le mot de la fin et qui n'est pas la fin. Oui, pour conclure très très provisoirement, là on est effectivement au tout début du temps intermédiaire, puisque vous avez bien compris, on va lancer une deuxième phase de concertation à l'automne prochain. Et là, on est en tout début de la phase intermédiaire où la balle est à nouveau dans le camp de la métropole, où on va prendre en compte toutes les contributions, toutes les propositions, toutes les solutions, les idées qui ont émergé de la première phase. Et ce soir, vous avez déjà eu quelques éléments de réponse, mais c'est plutôt des pistes. On a déjà eu aussi un premier comité de pilotage entre élus. Et on a plutôt pris des décisions un peu entre deux où on n'écarte rien et on va demander en fait d'expertiser tout ce qui a été proposé en termes d'opportunité, de faisabilité. Et puis à l'issue de cette phase d'expertise où le projet va être remis sur le métier, retravaillé, on sera en capacité d'intégrer toutes les solutions qui ont été proposées dès lors qu'elles vont nous sembler possibles et souhaitable. Les deux critères sont bien à réunir. Et puis également de revenir vers vous pour le cas où les solutions que vous aviez proposées n'étaient pas faisables ou pas opportunes et pouvoir vous expliciter pourquoi, pour quelles raisons on pense qu'on ne doit pas les retenir. Donc voilà le travail qui s'ouvre. Donc on a 3-4 mois pour retravailler notre proposition, notre projet. Et puis on va faire appel à nouveau à vous dès l'automne prochain, donc pour lancer une deuxième phase de concertation. Cette fois, cette concertation, elle va rentrer plus dans des choses plus concrètes, plus précises, plus approfondies. Et elle va concerner en particulier, donc, comme je l'ai dit déjà, la desserte du quartier, la mobilité, les équipements, les espaces publics, voilà, les formes architecturales, les formes urbaines aussi.
Donc on va à nouveau vous solliciter. Donc là, on était vraiment très très satisfait de la réussite de la première phase. C'est très encourageant pour la suite. Donc on vous attend, on vous donne rendez-vous à l'automne prochain. Et je vous remercie encore vraiment pour toute votre contribution, toute votre implication, le temps que vous y avez consacré et l'énergie et l'enthousiasme. Donc vraiment très très satisfaisant pour nous. Et encore un grand merci à toutes et à tous. Merci à vous. Bonne fin de soirée, puisqu'on a maintenant droit à des soirées qui durent un peu plus qu'au mois d'octobre. Merci beaucoup.